Et bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Hop, j'espère qu'on m'entend bien. Hop, pas grand monde pour ce début de stream. Mais bon, je pense que comme d'habitude, ça va venir un petit peu. Bienvenue pour cette période de fête. Qu'est-ce que je peux raconter pour démarrer? Bah d'abord, très content d'avoir participé la semaine dernière à We Love SEO à Paris, donc un événement organisé par CMJ et OnCrawl, avec du coup un line-up de conférenciers assez intéressant puisque bilingue, francophone et anglophone. Bon, il se trouve que c'était pas du tout prévu, mais en plus j'ai eu la chance, l'opportunité de participer à une table ronde en anglais sur le SEO pour le e-commerce pour tout simplement remplacer un des intervenants qui ne pouvait pas être là. Je pense que vous avez entendu parler des vagues de Covid qui reviennent. Je sais plus à laquelle on en est, je crois que c'est la 8 ou 9e, mais j'ai un peu perdu le compte moi aussi. Voilà, donc en tout cas, si vous êtes confronté au Covid, eh ben, la santé avant tout. On sera bientôt dans la période où on va tous se souhaiter une bonne année et une bonne santé. Et bien voilà, c'est important. En tout cas, voilà, c'était très intéressant à la fois de suivre l'événement, les conférences en elles-mêmes, et puis également de pouvoir échanger avec des consoeurs, pour le coup, en anglais, au sujet du e-commerce. Je pense que j'avais un point de vue un petit peu différent des autres intervenants, donc c'était assez intéressant de confronter nos avis, même si on se rejoignait évidemment sur pas mal de points. Et puis du coup, très content également d'avoir parlé lundi dernier, du coup, puisqu'on avait décalé le dernier live. Très content de vous avoir parlé de GitHub Copilot, puisque vous avez certainement vu passer dans l'actualité, on va dire, de ces derniers jours, une nouvelle mouture de OpenAI qu'ils ont nommé ChatGPT, qui est, je pense, plus un moyen euh, facilement démontrer l'intérêt de leur outil, plutôt que de fournir réellement un, un modèle très très différent de ce qui était déjà présent. Je pense que vu le succès, en tout cas vu tous les tweets que je vois passer par exemple, je pense que c'est un très bon moyen pour eux de faire mieux connaître et de promouvoir leur outil. De là à dire que c'est révolutionnaire par rapport à ce qui existait déjà, j'en suis pas certain. J'avoue que j'ai pas beaucoup creusé, hein, par manque de temps principalement. Mais, euh, mais voilà. Est-ce que pour autant c'est un game changer par rapport à ce qui se faisait déjà avant? J'en ai pas vraiment l'impression. Je vois un peu tous les sons de cloche passer entre des gens qui sont très impressionnés par la qualité de ce qui est ressorti, et puis d'autres qui sont finalement assez limités, on va dire, et qui mettent en avant le fait qu'il n'y a pas vraiment de réel progrès par rapport aux précédents modèles. Alors, ça veut pas dire que les précédents modèles disponibles étaient pas bons, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais en tout cas, ChatGPT, je pense, est plus une action de communication qu'autre chose. J'ai vu passer un tweet tout à l'heure avec un petit mème qui se demandait à partir de quand ça allait devenir payant. Bah voilà, c'est souvent comme ça que ça se passe. On nous appâte avec une fonctionnalité gratuite qui est très séduisante et qui marche plutôt bien. Et puis au bout d'un certain temps, ça devient payant pour qu'on puisse poursuivre l'utilisation. C'est ni plus ni moins que ce que GitHub a fait d'ailleurs avec GitHub Copilot, pour revenir à ce dont on parlait la semaine dernière. Donc, je vois pas vraiment de raison pour lesquelles OpenAI se priverait de faire la même chose.
J'ai pas beaucoup envie de m'étendre sur le sujet, mais j'ai bien quand même envie de tester ça, notamment parce que on m'a fait pas mal de retours sur le fait que c'était assez complémentaire, on va dire, à Copilot, là où Copilot va nous écrire du code. OpenAI a une tendance à en plus expliquer la démarche, ce qui peut être assez intéressant. J'ai vu notamment des gens qui s'en servaient pour faire du debug, donc why not? On essaiera certainement de creuser un petit peu le sujet dans dans un futur épisode. Pour ça, je vous avoue qu'il faut que je teste un petit peu de mon côté pour savoir un peu à quoi m'attendre. Et pour l'instant, bah, j'ai juste pas du tout eu le temps de m'y intéresser. Donc on va voir ça plus tard. Pas vraiment d'autres gros sujets à évoquer pour démarrer ce live. Euh, voilà. Je suis en train de m'organiser pour, comme je vous l'avais déjà dit, pour faire participer des développeurs expérimentés ou moins expérimentés d'ailleurs, en mode un petit peu interview et retour d'expérience, pour avoir déjà peut-être un autre son de cloche que le mien de temps en temps, et puis également animer la chaîne d'une autre manière. Donc c'est en train de se mettre en place avec les premières personnes que j'ai sollicitées. Je n'ai pas encore de date à vous annoncer pour la première interview, on va dire, mais ça va venir assez rapidement. Et si c'est pas dès ce mois de décembre, ce sera en janvier. Donc voilà, stay tuned comme on dit. Et puis on verra ce que ça donne à ce niveau-là. Et puis pour le reste, eh bien écoutez, là encore, hein, pas beaucoup de nouveaux. Ce que je vous propose pour aujourd'hui, c'est qu'on se remette un petit peu sur nos problématiques d'API. Alors il y a quelques semaines, on avait commencé à faire des tests avec l'API de PageSpeed et on s'était un petit peu confronté non pas forcément aux problématiques de faire des appels API, mais surtout à celle de récupérer ou en tout cas interpréter les résultats, puisque le problème de Google PageSpeed, c'est que nous renvoie un JSON très complet, certes, mais du coup assez compliqué à utiliser parce que bah, il faut s'y retrouver, on va dire. Et ce que je vous propose pour aujourd'hui, bah, c'est d'essayer de se remettre sur ce sujet-là et de voir un petit peu bah, qu'est-ce qu'on arrive à en faire ou pas. Donc ça va être un petit peu exploratoire, hein, pour rien vous cacher, mais je pense que ça peut être assez cool de se replonger là-dessus. Alors, on va commencer par mettre à jour OhmyZSH. Alors, je sais pas si j'ai déjà parlé de cet utilitaire OhmyZSH sur la chaîne. Pour ceux qui se rappellent du tout premier épisode où on mettait en place les outils, ZSH, qui est donc aujourd'hui le prompt par défaut de macOS, puisque pour rappel, cette machine est un Mac. ZSH est déjà très bien par défaut, mais on peut pas mal en étendre les capacités en utilisant des plugins, on va dire. Et il y a un utilitaire qu'ils appellent OhmyZSH qui facilite beaucoup justement l'emploi de plugins et puis l'emploi de thèmes également. Il y a une documentation qui est plutôt bien foutue à ce niveau-là. Alors je ne vois pas ici de lien vers leur site, mais on peut y aller tout de go. Voilà. Ce qui est assez intéressant avec cet outil-là, c'est que bah, il va rassembler tout un tas de thèmes, de plugins, etc. que vous pourrez très très facilement ensuite ajouter à votre prompt, dont certains qui facilitent vraiment la vie. Je vous laisserai parcourir tout ce qui est documentation, etc. Mais il y a des choses notamment sur tout ce qui est autocomplétion, recherche dans l'historique,
qui peuvent être très 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 utiles lorsqu'on utilise le terminal de manière relativement intense. Et puis après, il y a des choses qui sont plutôt de l'ordre de l'esthétique et du gadget, entre guillemets, mais qui peuvent quand même être bien utiles pour afficher directement dans le terminal. Bah, c'est un petit peu ce qu'on voit là sur les exemples qui sont là. Par exemple, la branche Git sur laquelle on est, éventuellement des choses comme l'environnement virtuel qu'on utilise, qu'on fasse du PN ou équivalent dans d'autres langages, etc. Bref, il y a pas mal de petites choses qui peuvent bien vous aider. Donc c'est un utilitaire que je recommande, même si je vais pas m'attarder plus que ça dessus. Et du coup, on le met à jour régulièrement. Pour reprendre notre sujet principal, donc on s'était lancé dans un petit script d'appel à l'API PageSpeed, l'idée étant, hop, pour se remettre un petit peu les idées en place. Alors, je vais d'abord rétablir les bonnes options. Ok, on a Copilot qui fonctionne, tout est bon. Donc alors, pour se rappeler un petit peu de ce qui se passait, on a Écribouille qui nous dit bonjour dans le chat. Salut Écribouille, bienvenue. Donc pour rappel, donc, ce script-là, qu'est-ce qu'il faisait? Tout simplement, on lui envoyait une liste d'URL à tester et également un argument qui était un délai entre les requêtes. J'ai aussi Visual Code qui veut se mettre à jour, on verra ça plus tard. Et puis ensuite, tout simplement, pour chaque URL dans notre fichier d'entrée, on allait faire une requête à l'API PageSpeed via cette URL qui est là pour récupérer les informations. Le souci qu'on avait, c'est que on peut refaire le test, je pense. Hop, alors je vais un petit peu réorganiser mes fenêtres pour que ce soit un peu plus facile. Hop. Le souci, c'est que si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, j'ai excédé mon quota. Ça, c'est très bizarre parce que j'ai fait aucune requête pour l'instant. Donc là, concrètement, j'ai eu un magnifique message d'erreur en JSON qui me dit grosso modo une chose, c'est que j'ai dépassé le nombre de requêtes autorisées sans authentification sur l'API. Alors, on va aller voir la documentation de PageSpeed. Hop. Et en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez également de ça, on en avait parlé. On a deux manières d'utiliser cette API. La manière publique, on va dire, non authentifiée, c'est-à-dire comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Et puis, on peut également créer une clé API pour s'authentifier et du coup fournir un identifiant. Alors, c'est toujours un petit peu compliqué de faire ce genre de choses-là. Je vais juste switcher de vue pour pas vous montrer des infos potentiellement confidentielles. De toute façon, il faut que je me connecte à un compte Google. Alors, vu que je ne suis pas sur mon ordinateur principal, c'est toujours un petit peu compliqué. Qu'est-ce que c'est mon mot de passe? Ok.
Donc là, je suis en train de re-regarder la documentation pour bien vérifier ce qu'on me dit. Et ce qu'on me dit, c'est que j'ai besoin d'une clé API. Donc une clé API, ça se trouve dans la page identifiant sur Cloud Console. Et il suffit du coup de créer une clé. Hop. Donc, je suis en train d'essayer de faire ça en live. Sur un projet déjà existant. Hop, voilà. Alors on va mettre ça dans un fichier de config. Hop, et je vais pouvoir déflouter. Donc concrètement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un fichier ici que je ne vais pas vous montrer, qui s'appelle config.ini, mais on va en créer un deuxième, dans lequel j'ai tout simplement écrit API key égale et ma clé, que je vais appeler Toto, puisque je suis toujours très très inspiré. Donc ce problème il est intéressant parce que ça va je vais l'enregistrer ce fichier sous le nom config.sample pour bien expliquer que c'est un exemple de fichier de configuration et que évidemment il faudrait faire une petite documentation pour expliquer que l'idée c'est de copier ce fichier et de remplir les exemples avec les bonnes valeurs, typiquement la bonne clé d'API. En tout cas, du coup, c'est un bon exemple puisque ça va nous permettre de parler de fichiers de configuration, justement. Hop, ça, je cache. Voilà. Et du coup, je vous en avais parlé lorsqu'on a évoqué la nouvelle version de Python, donc Python 3.11, qui est sortie récemment et qui n'est pas encore accessible et installé sur Penv. Et en attendant, il y a un autre... en gros, ce que je vous disais avec Python 3.11, pardon, c'est qu'il y a un nouveau format de fichier de configuration qui est pris en compte par défaut par Python, qui sont les fichiers TOML. Et en fait, il y a un autre format assez classique qui utilise une autre librairie qui s'appelle config parser. Donc, config parser, concrètement, c'est une librairie qui, elle aussi, est intégrée directement au noyau de Python depuis de nombreuses versions. Comme on peut le voir ici, on propose aussi tomllib pour parser des fichiers au format toml. Là, on va se contenter de config parser et du coup, ça se passe en deux temps. Donc on a un fichier de configuration qui va être sous cette forme-là, c'est-à-dire des sections sous forme de crochet ici, dans lesquelles on peut avoir différentes valeurs. Et puis ensuite, côté Python, on va importer la librairie config parser, créer un objet qui va parser cette configuration, et ensuite pouvoir récupérer différentes valeurs au sein de notre fichier de configuration. Donc je peux d'ores et déjà prendre ce code là, retourner dans mon fichier ici, hop, on va importer config parser, et puis du coup je vais pouvoir créer mon objet et récupérer mes identifiants API via mon fichier de configuration. Alors le truc c'est que pour l'instant moi j'ai fait un truc très très basique qui ne respecte pas la syntaxe de config parser.
puisque j'ai pas de nom de section par exemple ici. Donc la manière très simple de faire les choses dans ces cas-là, c'est de créer une section et ensuite d'intégrer les variables sous le bon nom. Donc on va l'appeler PageSpeed tout simplement cette section et on va renommer notre clé en minuscule, histoire que ça respecte la syntaxe. Et puis ensuite il y a une autre petite subtilité, c'est que il faut trouver la bonne manière, on va dire, d'interroger le fichier. Et concrètement, comme on peut le voir ici, on peut soit aller chercher directement des valeurs, soit utiliser des getters de manière un peu classique, pardon. Donc moi c'est l'habitude que j'ai, mais on va rester pour l'instant sur la manière facile. Hop, voilà. Je vais reflouter rapidement l'écran pour reprendre la même syntaxe. Hop, voilà. Dans mon fichier à moi, que je peux fermer maintenant. Et donc je suis prêt à récupérer ma clé. On peut s'en donner le cœur net en faisant un simple print. Et puis on va pouvoir fermer notre programme à ce stade-là. Et donc là, si je lance cette commande-là, ça va tout simplement m'afficher ma clé API. Donc évidemment, je vais pas le faire parce que une clé API, c'est quelque chose qui est personnel, on va dire. Et l'idée, c'est que il faut essayer d'éviter que nos clés API se retrouvent à se balader dans la nature sur Internet. Alors pourquoi c'est important de faire attention à ça? Parce que la clé API, en fait, elle permet à l'API en question de vous identifier personnellement comme utilisateur. L'idée, c'est que il y a plusieurs éléments à avoir en tête. Le premier, c'est que vous avez une limite d'utilisation quotidienne souvent ou sur une tranche horaire donnée autorisée selon votre clé API. Il y a également des API qui vont être payantes. Et du coup, si vous laissez traîner vos clés sur Internet, vous risquez de voir votre budget dévoré par d'autres. Et puis, le troisième point, c'est également que il y a des gens qui pourraient se servir de votre clé pour faire des choses qui ne sont pas toujours recommandables. Donc autant essayer de garder au maximum ces clés pour vous. Je vois qu'on a Franck et Yakamo qui nous ont rejoints. Salut à vous, bienvenue. Du coup, donc moi ma clé, elle est a priori bien accessible dans mon fichier. Maintenant, ce qu'il faut que je regarde également pour revenir sur la documentation de l'API PageSpeed, c'est comment utiliser la clé API dans mon appel et tout simplement... Ah, qu'est-ce qui se passe là? Je t'ai rien demandé à toi. Hop, pardon. Et tout simplement, en fait, il suffit d'ajouter notre clé d'API à la fin de l'URL qu'on appelle. Donc c'est assez simple. On va pouvoir faire ça assez facilement. Sauf que nous, on faisait un payload. Alors, est-ce que ça va marcher avec un payload? Est-ce que je peux pas...
Donc là, ce que je suis en train de regarder, c'est est-ce que je peux faire les choses proprement, c'est-à-dire peut-être intégrer dans mon payload ma clé API directement, ce qui serait une manière qui me semblerait relativement élégante. Et sinon, bah, comme le propose Simon, une autre manière peut-être un peu plus sauvage, mais tout aussi efficace probablement de faire les choses, c'est peut-être de simplement rajouter ma clé API dans l'URL qu'on appelle. Et vu que j'ai pas l'impression qu'ils aient prévu le cas dans le payload, on va faire ça. Hein. Voilà. En tout cas, je vois rien qui ressemblerait à ce qu'on cherche dans la documentation. Donc on va tester. Hop. On va concaténer tout simplement sous ça. Alors URL égale URL, ça je vais le laisser de côté. Par contre, hop. Bon. Donc ça c'est la manière sauvage. Il faut par contre que je pense bien à appeler l'URL PageSpeed URL. Et ça d'ailleurs je peux le mettre ici. Comme ça ce sera fait une seule fois et pas à chaque itération de ma boucle. Hop. Et qu'est-ce que ça donne si je fais ça? Donc là, en gros, ce qu'il me dit, c'est que il trouve pas dans mon fichier de configuration la section PageSpeed, qui est pourtant bien ce que j'ai expliqué là. Là, on va retourner en mode écran flouté 2 secondes. Ok, alors en fait, je suis probablement pas très réveillé. Peut-être que ça va vous sauter aux yeux, mais il y a un problème dans notre code, c'est que à aucun moment on a indiqué le nom du fichier de configuration qu'on souhaite ouvrir, donc bah forcément c'est un peu compliqué. Donc on va retourner voir la documentation de config parser, simplement pour se rappeler de comment on lit un fichier, et c'est tout simplement config.read apparemment. On va essayer ça. J'avoue que c'est le genre de choses qu'on fait de manière un petit peu comment dire, épisodique, et c'est typiquement le genre de méthode dont j'ai du mal à me souvenir, donc je suis souvent obligé d'aller revoir la configuration et la documentation surtout. Bon, est-ce que ça marche mieux maintenant? Voilà. Alors par contre, notre clé API n'est pas valide. Ah ah. Alors, c'est là où c'est intéressant d'avoir un peu d'expérience, on va dire, avec les API Google. Je trouve ça toujours très chiant, mais en même temps, c'est fait pour ça. Ici, concrètement, ce que je soupçonne qu'il est en train de se passer, c'est que ma clé vient d'être créée. Bon, ça, c'est pas très grave, mais surtout, j'ai probablement pas activé les bons droits associés à cette clé-là. Donc, je vais retourner sur la console Google PageSpeed et bah, encore malheureusement devoir flouter l'écran. Donc là, je suis sur la console d'administration de Google. Et je vais essayer de modifier ma clé.
Bah, je vois pas trop ce que je peux faire de mieux là en fait. Voilà, donc on est typiquement sur les cas de figure où c'est un peu relou de se servir des outils de Google, en tout cas en mode API. Il y a plein de manières de faire des choses plutôt impressionnantes, on va dire, mais d'un point de vue administration, c'est toujours une plaie, je trouve, de savoir exactement ce dont on a besoin ou pas. Ok, donc là je suis en train d'activer du coup dans mon projet Google Cloud l'API PageSpeed Insight en espérant que ce soit bien ce qui bloquait. Hop. Donc Simon me dit que ça doit être ça. Bah écoute, j'espère aussi. On retente. Et bon, ça n'a pas fonctionné. C'est l'effet Bonaldi, comme on dit. Alors, on va peut-être laisser le bénéfice du doute au fait que je viens juste de le faire et qu'il y a peut-être un cache ou quelque chose de ce style. En tout cas, c'est très très frustrant. Je sais pas trop quoi vous dire de plus. Mais en tout cas, il veut pas de ma clé API. Donc c'est cool. Voilà, bah là on est un peu coincé quand même parce que je pourrais essayer de débugger ça, mais je vais certainement passer mon temps à vous montrer un écran flouté, donc c'est pas très très intéressant. Et puis bah du coup on n'a pas grand chose de plus à faire pour l'instant. Donc c'est les aléas du direct comme dirait l'autre. Donc Simon me propose de la passer en dur d'un coup. Alors effectivement, c'est peut-être un truc à tester. Bon, on va tester ça. Hop. Alors je vais d'abord tester un autre truc. Ok. Alors j'ai compris d'où venait le problème, hein, mais merci à Simon de m'avoir mis sur la bonne piste. Donc on va attendre de voir ce qui se passe là avec cette première clé là, et puis ensuite je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Voilà, donc là on arrive à avoir le même résultat que ce qu'on avait la dernière fois, sans ce magnifique message d'erreur qu'on avait. Donc on a à nouveau le droit d'utiliser l'API PageSpeed. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Concrètement ce qui s'est passé c'est que dans mon fichier de configuration, là j'ai mis des guillemets et en fait il faut pas. Alors ça c'est un des trucs un petit peu bêtes on va dire avec ce format de configuration et surtout cette librairie qui est config parser, c'est que elle est pas très souple avec les formats de valeurs, on va dire. Elle n'est pas très souple également avec les valeurs qui peuvent être parfois sous forme de liste, par exemple, ou bien sur plusieurs lignes, etc. Bref, c'est un peu chiant. Il y a des manières de faire les choses pour passer outre, mais c'est surtout pour ce genre de choses-là et pour éviter de devoir rajouter des surcouches à une librairie standard et du coup devoir installer d'autres librairies pour ces surcouches-là. C'est surtout pour ça du coup que, comme je le disais tout à l'heure, sur la toute dernière version de Python et puis du coup sur les versions futures, on est maintenant compatible avec un nouveau format de fichier de configuration qui sont les .toml avec la librairie tomlib. Alors le problème c'est que pour l'instant j'ai pas encore de Python 3.11 installé sur cette machine, donc on va se contenter de config parser pour l'instant, mais du coup sachez que en fait, quand vous indiquez une chaîne de caractères, c'est pas la peine de mettre des guillemets ou des quotes simples, ça va fonctionner quand même.
Bref, ça c'est un problème de régler et c'est une bonne nouvelle. Maintenant, on a quand même notre autre problématique qui est que on se retrouve avec ce magnifique JSON qui fait quelques kilomètres de long à peu près. Et alors c'est super intéressant, hein, il y a à peu près tous les détails de ce qu'on retrouve dans les rapports de l'outil PageSpeed Insight en ligne. Sauf que dans le cadre d'un usage SEO, on va dire, peut-être qu'on a envie de stocker toutes ces informations-là. En tout cas, on va avoir besoin de mettre en avant certains éléments. Typiquement, ce qu'on voulait faire la dernière fois et que on n'a pas été capable de faire, c'est d'isoler le overall score, le score total de l'URL par exemple, et puis éventuellement d'autres scores importants comme ceux des Core Web Vitals ou bien le Time to First Byte. Donc là, ce que je fais, c'est que je copie mon résultat JSON. Hop, voilà. Et puis, je vais utiliser un plugin que je n'ai pas encore installé et que du coup, on va installer en live. Donc ce plugin qui s'appelle FixJSON sur Visual Studio Code, pardon, qui est très intéressant parce que en fait, il permet déjà de mettre en lumière, on va dire, les hop, toi, tu peux t'en aller. Les problèmes d'encodage, etc., qu'on peut avoir dans des chaînes de caractères JSON. Et puis également, il va nous permettre, si ça marche. Et là, apparemment, il n'a pas envie de fonctionner. Ah. Donc là, j'ai une erreur quelque part. Il faut trouver où. Ok. Ok, donc là, typiquement, il y a ce genre de caractère qui pose problème en JSON. Donc notre rendu n'est pas au bon format d'un point de vue purement technique. Donc il va falloir corriger ce genre de petits bugs là. Dans mon cas, je pense que je vais pas m'embêter et je vais simplement virer les backslash parce que c'est pas a priori la partie du résultat qui m'intéresse. Mais évidemment, dans d'autres cas, il faudrait être un petit peu plus consciencieux et comprendre pourquoi on a ce genre de sortie-là qui va nous poser problème. On a Yeka qui nous a rejoint. Salut à toi, Yeka. Du coup, là, concrètement, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement chercher les backslash et les supprimer. Et je pense que ça va suffire. Voilà. C'est pas très propre non plus, mais bon, c'est pas très grave. Big up la mif. Alors je pense que Yannick essaie d'avoir l'air jeune. Mais tant mieux pour lui, hein. Il faut rester jeune dans sa tête. C'est important. Alors on a une nouvelle erreur. Où est-ce qu'elle est cette erreur? Elle est là. Ok, donc l'étudiant, c'est sympa. En fait, c'est toute la chaîne de caractères qui l'embête. Hop. J'ai l'impression qu'on a des caractères bizarres dans ce JSON. Ce qui va pas nous faciliter la tâche, encore une fois. Mais peut-être que maintenant ça va fonctionner. Non, toujours pas. C'est ouf ça. Alors, et puis l'avantage évidemment, c'est que il me met pas directement le curseur sur l'erreur. Ce serait trop simple. Python et l'encodage, oui, bon, tu sais, il y a d'autres langages qui sont pas forcément très doués non plus avec les problématiques d'encodage. Ok, donc il aime pas l'étudiant. Hop.
On va pas s'embêter. Hop. Pourquoi tu veux pas de mon truc là? C'est bizarre ça. Bon. Je vais virer le T, c'est pas très grave. Ah voilà. Donc, comme je vous disais, les intérêts de ce plugin pour Visual Studio Code. Visual Studio Code, oui, c'est comme ça que ça s'appelle, oui. J'ai toujours un doute entre Visual Studio ou Visual Code, mais bref, peu importe. Donc le premier intérêt, comme on vient de le voir, c'est qu'il va nous indiquer là où il y a des problèmes dans notre fichier JSON. Et le deuxième, c'est que une fois que les problèmes sont réglés, il nous affiche de manière un peu plus lisible le contenu de notre chaîne JSON. Donc ici, concrètement, on arrive à naviguer un petit peu dans notre fichier. Non, mais bien sûr, je connais des gens qui lavent pas leurs chaussettes, ça m'empêche pas de laver les miennes. Et ben écoute, je suis d'accord. Moi, j'appelle ça du nivellement par le bas, et j'espère qu'en plus de laver tes chaussettes, tu laves également le reste de tes sous-vêtements. C'est important d'avoir un peu d'hygiène. Euh, voilà. Je sens qu'on divague. Ok, alors du coup, maintenant qu'on a cette présentation un peu plus sympathique, on va dire, de notre résultat, le but, ça va être de trouver les éléments qui nous intéressent pour pouvoir les extraire et les afficher de manière indépendante. Ah, Simon ne veut pas nous en dévoiler trop sur son intimité. Écoute, j'espère que ce sera pour une prochaine fois, Simon, et que tu oseras te mettre à nu devant nous. Moi, ce qui m'intéresse en tout cas, c'est de trouver l'overall score dont je parlais tout à l'heure, parce que c'est un petit peu ça la note qui fait foi sur PageSpeed, et puis on verra ensuite si on arrive à trouver d'autres trucs. Donc, si je cherche overall, je vais rien trouver évidemment. Voilà, c'est super. Si quelqu'un dans le chat sait comment s'appelle la chaîne que je suis en train de chercher, n'hésitez pas évidemment. Ah, on me dit score tout court, bah ouais, mais il y en a 50 000 des scores. TF1, alors ça doit être Yannick qui nous fait une blague, mais encore une fois, on n'est pas sur les mêmes chaînes hertziennes, mon cher Yannick. Ok, mais alors ça c'est le temps de réponse du serveur. Non, je n'insinue pas que tu es vieux, Yannick, je m'adapte à ton niveau, voyons. Et oui, les chaînes hertziennes, ça me paraît en adéquation avec ton âge. Je trouve ça bien d'envoyer quelques gentillesses avant les fêtes comme ça. Un petit peu de bonne ambiance, ça fait toujours plaisir à tout le monde. Ok, bon, pour l'instant, je ne trouve pas de score qui a l'air vraiment global. On a des trucs qui sont intéressants, notamment au niveau des CLS, du CLS et des autres Core Web Vitals, on va dire. Mais je pense qu'il doit bien y avoir quelque part un score global de toute ma page. Alors ça c'est les chaînes de traduction. J'ai envie de dire qu'on s'en fout. Tac tac tac.
C'est quand même un petit peu frustrant. Bon, écoutez, on trouve pas. Ah, tu as vu ça où, toi? Rule Whoops. Ah ouais, mais tu vois, moi je l'ai pas dans mon résultat. Alors là, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir quelle version de l'API tu as utilisée. Parce que, en fait, pour l'avoir déjà fait moi aussi, je sais que ce score existe, hein, évidemment. Le truc, c'est que les scripts que moi j'ai déjà fait utilisaient la version 4 de l'API, et là on est passé en version 5, et j'ai l'impression que, du coup, effectivement, comme tu le dis, ça a dû bouger. Bref, bah écoutez, on va regarder peut-être si dans la documentation on a quelque chose qui peut nous aider. Tac tac tac. Qu'est-ce que c'est qu'un stat pack? Ok, bon, c'est très obscur. Moi, ce que je vous propose, puisqu'on les a trouvés et que c'est a priori plus manipulable, c'est d'aller un peu plus dans les détails et de récupérer des scores un peu plus précis. Donc on va peut-être tomber finalement sur un genre de score total. Mais a priori, dans le bloc audit ici, on va retrouver notre server response time ici, le total blocking time, le fait d'utiliser des formats d'image modernes. On avait vu un petit peu plus loin voilà, le Cumulative Layout Shift, donc le CLS qui est un des Core Web Vitals qui va pas mal nous intéresser, etc. etc. Donc on va commencer par notre server response time. Et concrètement, l'idée c'est que c'est un document JSON, donc on est censé pouvoir naviguer de clé en clé. Donc server response time appartient au bloc audit qui appartient lui-même au bloc lighthouse result. Donc si je reviens dans mon code, mon résultat il contient un premier niveau qui s'appelle, on a dit, hop, lighthouse result, voilà. Puis un deuxième niveau qui s'appelait audit, il me semble. C'est bien ça. Et puis du coup, server response time. On va déjà tester ça et voir si ça ne pose pas de soucis. Hop. Suspense. Ok, donc là ça a bien marché. On a bien isolé le contenu de notre bloc server response time. Et du coup, si je reviens à notre JSON de tout à l'heure, qui doit être à peu près équivalent, ce qu'on va devoir faire pour aller un peu plus loin,
c'est de récupérer peut-être la numérique value ici, qui est du coup de 1 seconde 4, ce qui me paraît très lent. Là j'avais 100 millisecondes, ça me paraît un petit peu plus réaliste pour databull.com qui est quand même un site complètement statique, mais bon, il peut y avoir des petits bugs de temps en temps. Bref, en tout cas, a priori, ce qui nous intéresse dans ce bloc server response time, c'est ensuite la numeric value. Donc il suffit de rajouter encore un niveau. Ah, et du coup, entre-temps, Simon a retrouvé le score qui a l'air effectivement d'être le score total dans les best practices. Eh bien, écoute, c'est cool. Je vais regarder si je le trouve. Alors, ici, du coup, on va récupérer pour finir d'abord avec cet élément-là. On va récupérer une valeur qui est du coup en millisecondes et qui est à virgule flottante. Donc, ce que je vous propose, c'est que on appelle cette valeur TTFB, puisque a priori c'est ça quand même. Hein. Et qu'on drop un float de notre résultat. Hop. Et qu'on l'affiche. Alors, tu nous dis, Simon, qu'on a un bloc qui s'appelle Best Practices. Et bah, en fait, le truc, c'est que moi, je l'ai pas. Parce que là, j'ai juste les clés de traduction. Alors, peut-être que la différence entre nos scores, on va dire, ou en tout cas nos JSON, c'est que ce qu'on a fait la dernière fois, c'est qu'on a demandé à avoir uniquement le rapport de la catégorie performance dans le JSON pour justement essayer d'alléger tout ça. Parce que sinon, l'API par défaut, elle te sort toutes les catégories de rapports, c'est-à-dire effectivement aussi le SEO, l'accessibilité, le fait d'être compatible ou pas avec les progressive web apps et compagnie. Ce qui est parfois intéressant, mais ce qui n'était pas vraiment ce qu'on voulait faire pour cette fois. Mais par contre, peut-être que du coup, si je cherche un performance, je vais tomber sur quelque chose. Il n'y a pas l'air d'avoir envie de me donner un score total. Hein. Donc c'est pas ça. Ah, mais si, voilà. Mais ben on l'a trouvé notre score. Donc ici, on a un bloc catégorie, performance et ensuite un score. Alors bravo, bah écoute, merci Simon en tout cas de m'avoir mis sur la bonne piste, puisque du coup, sans toi, je pense que j'aurais pas trouvé. On est quand même à la ligne 4027 du JSON, sur je pense un bon 5000. Et du coup, ce bloc catégorie, à quel gros bloc il appartient? Bah, je pense qu'il appartient au bloc du début en fait. Ouais, il n'y a pas l'air d'y avoir de trucs intermédiaires. Où est-ce que j'ai mis mon code? Il est là, voilà. Ah, il est quand même fort ce GitHub Copilot, il a déjà
devinez ce que je voulais. On va retester comme ça et voir si ça nous apporte les résultats escomptés. Suspense, encore une fois. Alors, ça fonctionne. On a du coup un overall score de 0,84. Je pense que c'est un score à remettre sur une échelle de 0 à 100 plutôt que de 0 à 1 ici. Donc on va probablement simplement pouvoir se contenter de multiplier ce score par 100 pour avoir l'équivalent de PageSpeed Insight en ligne. Et puis du coup on a un TTFB qui ne cesse de diminuer puisqu'on est parti de 1 seconde et demie tout à l'heure et on est déjà descendu à 90 millisecondes. 90 millisecondes ça commence à être pas mal je pense, mais en même temps sur un site statique encore une fois je pense que c'est tout ce qu'on peut en attendre. Alors Simon me demande est-ce que Copilot ça marche bien au quotidien? Eh bien écoute, moi j'en suis très très satisfait, j'en parlais pas plus tard que ce matin avec un confrère à qui je disais que j'ai absolument pas hésité lorsque Copilot est devenu payant à prendre la licence. Alors je sais plus combien ça coûte exactement, mais c'est de l'ordre de quelques dizaines d'euros par an. Donc un coût qui est assez vite rentabilisé on va dire, et puis surtout c'est vraiment, vraiment un gain de temps important au quotidien. Il fait souvent des suggestions assez justes, et je trouve même de plus en plus justes d'ailleurs avec le temps. Donc ça c'est plutôt cool, et c'est notamment intéressant je trouve sur tout ce qui va être un petit peu autocomplétion en fin de ligne. C'est un petit peu plus discutable lorsque tu lui demandes de générer une fonction complète, mais ça peut quand même te donner au moins une bonne base, voire même quelque chose de tout à fait correct sur des trucs relativement simples. Et puis je crois que j'en parlais la semaine dernière, mais un des points sur lesquels il galère parfois un petit peu, c'est réutiliser les bons noms de variables ou ce genre de choses-là au sein d'un projet, notamment quand le projet devient un petit peu complexe. Mais si on prend en compte ces points-là, qui à mon avis vont s'améliorer avec le temps, ça reste quand même très très intéressant. Ce que je disais par contre en introduction aujourd'hui, c'est que du coup entre temps on a ChatGPT qui vient d'apparaître et de mettre bien en lumière tous les usages possibles de OpenAI. Alors moi je remplacerai pas Copilot par un équivalent OpenAI pour l'instant, parce que Copilot a le gros avantage d'être directement intégré à mon éditeur, là où sinon il faudrait passer par un navigateur. Mais en tout cas c'est vachement intéressant parce que OpenAI va un peu plus loin dans le côté où il est capable de te fournir des explications, par exemple. J'ai vu des gens, comme je disais tout à l'heure, qui s'en servent pour faire du debug, c'est-à-dire ils copie-collent leur code qui ne marche pas en disant il y a un bug ici, est-ce que tu peux le trouver? Et a priori ça a l'air de fonctionner. Encore une fois, je pense qu'il y aura des limites assez importantes, et puis pour l'instant c'est pas intégré aux éditeurs, donc j'en vois pas vraiment l'intérêt, sauf peut-être cas très particuliers. Je suis pas convaincu, on va dire, pour un usage purement productif pour l'instant, mais en tout cas sur certains points ça peut être intéressant. Ça me fait penser à un truc que je voulais vous montrer. Il faut que je retrouve le nom de cet outil. Ah voilà, c'est ça. Hop. Alors je vais le copier-coller dans le chat, comme ça vous pourrez aller voir en live. Mais je suis tombé il y a quelques temps. Pourquoi ça veut pas copier-coller là? Bon, je vais vous le montrer quand même, c'est pas grave.
Voilà, je suis tombé il y a quelques temps, je sais plus si j'en ai parlé sur la chaîne, mais sur ce site-là qui est assez intéressant également, notamment dans le cas où vous êtes sur hop, voilà. Sur une phase d'apprentissage du Python, c'est que en gros, ce site-là vous propose de décomposer les étapes d'exécution d'une fonction en Python. Donc ici, il y a un exemple assez basique, mais on peut passer comme ça d'étape en étape pour voir ce qui se passe dans le code en fait. Donc je pense que c'est assez intéressant pour comprendre comment fonctionnent certains algos et puis quelles sont les étapes. J'avoue que ça aurait été assez cool d'avoir ce genre de choses-là quand j'étais en licence d'informatique pour bien visualiser les étapes d'exécution de certains algos qu'on avait à voir. Et en fait, c'était d'ailleurs le sujet de certains TP que de nous dire, voilà, écrivez les valeurs des différentes variables à chaque étape d'exécution. Donc, si on avait eu des outils comme ça aurait été beaucoup plus facile, même si moi j'aimais bien faire de l'algorithmique. Bref. En tout cas, voilà, donc ce site pythontutor.com qui peut vous être utile, en fait, il suffit ici d'éditer le code pour, pour voir un petit peu ce qui peut se passer. Et du coup, donc comme je le disais, OpenAI avec GPT-3 et GPT Chat, non, Chat GPT, pardon, a priori a une fonctionnalité un petit peu orientée explication du code et debug, pardon, ce qui peut être assez intéressant, et venir compléter ce que Copilot fait. Mais j'ai fait une grosse digression pour pas grand chose. Concrètement, moi je suis très satisfait de Copilot pour l'instant. Évidemment, c'est un outil qui va évoluer avec le temps. De toute façon, ils sont tous les deux basés sur les mêmes technos derrière, hein, donc il n'y a pas de secret. Je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner, et surtout, si on a un outil comme ça qui est capable de nous aider, par exemple, à générer de la documentation ou ce genre de choses-là, c'est toujours ça de prix et de gagner. Je vois que l'heure avance, donc on va essayer de conclure. Écoutez, je pense que là, on a fait l'essentiel de ce sur quoi on était resté bloqué la dernière fois, c'est-à-dire qu'on a trouvé les endroits dans notre gros JSON dans lesquels on voulait aller chercher des résultats. L'idée maintenant, ça va être de continuer à récupérer les valeurs qui nous intéressent, peut-être les remettre en forme. Comme je vous disais, ici, mon score total, il est sous forme de nombre de 0 à 1, et il faut probablement simplement le multiplier par 100 pour avoir l'équivalent de ceux dont on a l'habitude. Il faudrait récupérer également le TLS, etc. Mais l'essentiel est là. Et du coup, ce que on va pouvoir commencer à envisager par la suite, c'est mettre en forme finalement ces résultats-là, essayer de regarder comment on peut gérer ça, parce que pour l'instant, on s'est contenté d'un seul exemple, une seule URL, mais l'idée, c'est de pouvoir traiter des lots d'URL et de récupérer des infos en lot, et puis ensuite, une fois qu'on a récupéré toutes ces infos-là, comment on peut soit les exporter sous différents formats, ou bien éventuellement les stocker dans une base de données quelconque, par exemple. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on voit ça dans les prochains épisodes. Voilà pour tout ça. Écoutez, merci d'être venu voir ce premier épisode du mois de décembre. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure, même endroit pour la suite. Je vous garantis pas qu'on continue sur ce sujet-là, parce qu'il est probable qu'on fasse peut-être une petite digression. Mais en tout cas, on sera là. Et puis, d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch, à la chaîne YouTube si vous regardez cet épisode en replay, à venir me poser des questions si vous en avez, que ce soit en commentaire ou bien sur Twitter par exemple, où vous saurez me retrouver. Et puis, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée,
une bonne soirée éventuellement parce qu'il fait déjà largement nuit à cette heure-ci, en tout cas en France. Et puis de vous dire à la semaine prochaine. Salut!